Bonjour les artichauts, je suis contente de vous retrouver pour ce 6e épisode de l'histoire de la photographie. Alors cette fois-ci nous allons parler de photoreportage et surtout des formes que la photographie engagée peut prendre dès le 19e siècle avant de devenir réellement le photojournalisme. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, pas d'inquiétude, vous pouvez suivre celui-ci sans problème. Mais comme ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, peut-être que vous avez envie de reprendre l'épisode précédent en cliquant là, voire de tout reprendre depuis le début si vous êtes nouveau sur la chaîne de l'artichaut en cliquant ici. Alors, quand sont apparus les premiers photoreporters, à quoi ressemblaient leurs images, c'est ce que nous allons voir maintenant. L'apparition du photoreportage est principalement liée à la volonté des photographes de s'intéresser au monde, d'en relater les événements historiques et sociaux. Entre 1850 et 1880, les possibilités techniques évoluent et poussent les photographes à partir en expédition. Le premier sujet que les photographes devront traiter, c'est la guerre, et c'est pourquoi nous allons commencer cet épisode en retournant aux origines du reportage de guerre. Le premier photographe de guerre sera Roger Fenton, qui partira photographier la guerre de Crimée en, tenez-vous bien, 1855. Ça fait un sacré bail. À l'époque, Fenton est un photographe important en Angleterre. Il fonde en 1853 la Royal Photographic Society et commence en 1854 à faire des portraits pour la famille royale. C'est à ce moment-là qu'il est désigné par la reine Victoria comme photographe officiel de la guerre de Crimée, avec pour mission de rapporter des images rassurantes de ce conflit qui durait plus longtemps que prévu et qui commençait à inquiéter l'opinion publique. Bref, Fenton part en mission. Et il faut bien voir que oui, c'est effectivement une mission, puisqu'en 1855, la photographie existe depuis moins de 20 ans, et on en est au tout début. Par exemple, à cette époque, il n'y a pas de photographie couleur, et on ne peut pas prendre des photos instantanées. Roger doit donc se promener avec un matériel extrêmement lourd et fragile. Il ne va pas pouvoir faire des photos au milieu des champs de bataille, d'autant plus que sa roulotte photographique est très lente et très reconnaissable, et que les soldats russes, ne comprenant pas très bien de quoi il s'agit, le prennent régulièrement pour cible. Bref, dans ces conditions difficiles, Roger réalise tout de même, de mars à juin 1855, 360 clichés, qui marquent le début de l'histoire du photoreportage de guerre. Celles-ci seront publiées dans la presse, puis montées dans une exposition itinérante. Elles seront donc largement diffusées. Pour des raisons tant idéologiques que techniques, il n'est pas question pour Fenton de reproduire les combats ni les morts. Ainsi, on y voit surtout des portraits d'officiers et des photos des camps. La vallée de l'ombre de la mort fait partie de cette série. On y voit un ravin désolé jonché de boulets. Ce lieu avait été baptisé ainsi par les soldats de l'armée britannique qui avaient perdu beaucoup de batailles. Le sentiment de désolation qu'inspire cette image constitue un symbole éloquent de l'horreur de la guerre. Fenton a parfois été accusé d'avoir mis en scène sa photographie en changeant les boulets de place. Cela reste discutable puisque les combats qui faisaient rage autour de lui ne lui en ont probablement pas laissé le temps. Cependant, il est vrai que l'horreur de la guerre semble avoir été généralement occultée. Alors est-ce pour des raisons techniques ou par une réelle volonté de dissimuler? À l'inverse de Fenton, Matthew Brady fait le choix de montrer la dure réalité de la guerre. Alors lui, il n'est pas en Crimée, mais aux États-Unis, pendant la guerre de sécession, qui a lieu entre 1861 et 1865. Pendant cette violente guerre civile, les États du Nord s'opposent aux États du Sud sur la question de l'abolition de l'esclavage. Afin de couvrir un maximum le territoire, il engage pour le seconder Alexander Gardner et Timothy O'Sullivan, dont il essaiera d'ailleurs d'usurper le travail. J'aurais pas aimé l'avoir comme patron. À eux trois, ils vont suivre les batailles pour en ramener des images fidèles. Il s'agit du premier grand conflit couvert par la photographie. Tous les aspects de la guerre y sont représentés, à l'exception du combat lui-même, puisque le temps d'exposition des plaques au collodion ne le permet toujours pas. Il faut bien comprendre que c'est la première fois dans l'histoire que des gens normaux, comme vous et moi, peuvent avoir une idée concrète des horreurs de la guerre. En montrant les cadavres, les blessés et leurs souffrances, la photographie marque une étape décisive et devient réellement un outil d'information. Une des images célèbres de cette guerre est La moisson de la mort de Timothy O'Sullivan, prise pendant la fameuse bataille de Gettysburg. Les morts occupent le premier plan et semblent être le sujet principal de l'image. Leur grand nombre contribue à dramatiser la bataille, tandis que les corps forment un chemin jusqu'aux cavaliers, bien vivants eux, et dont la présence nous confirme que l'image a bien été prise à chaud. Les premiers reportages sociaux apparaissent plus tardivement dans l'histoire de la photographie. Jacob Riis est un des premiers à le mettre en œuvre dans les années 1890. Il est né au Danemark et émigre aux États-Unis en 1870, alors qu'il a 21 ans. Il y vivra dans une profonde pauvreté pendant plusieurs années, et c'est donc après pas mal de galères qu'il va commencer, un peu par hasard il faut le dire, une carrière de reporter au New York Tribune. Il côtoie alors les bas-fonds de la ville, le crime, la misère, et décide de travailler à faire changer la situation. Il devient alors l'un des premiers journalistes engagés.
Il s'intéresse à la photographie et se demande comment celle-ci pourrait l'aider à changer les choses. Dans les années 1880, la technique était encore contraignante et pour réaliser des clichés tels que Rhys voulait les faire, c'est-à-dire de nuit dans les ruelles sombres et malfamées, c'était encore un peu la galère. Cependant, Rhys découvre l'existence de la poudre flash, inventée peu de temps auparavant, un mélange explosif de magnésium et de potassium. Et c'est ainsi qu'il peut publier son premier reportage dans le Sun en 1888. Ces images sont parmi les premières à aborder la réalité sociale de manière documentaire. L'objectif n'est pas d'enjoliver la réalité ou de répondre à une commande, mais bien de montrer les choses telles qu'elles sont pour motiver les lecteurs à les changer. Jacob Riis s'intéresse surtout à la vie quotidienne et aux conditions de travail intenables des populations pauvres des bas quartiers. Il décrit crûment la surpopulation, le manque d'intimité, l'absence d'hygiène ou d'éducation et l'alcoolisme, qu'il estime être les causes de la criminalité dans ces quartiers. Il présentera par la suite ces images dans des conférences pour montrer la réalité de la rue au grand public. Dans le même objectif, il publie en 1890 ces images et un texte dans un livre intitulé How the Other Half Lives, qui va marquer l'histoire. Son ami Theodore Roosevelt, le futur président des États-Unis, a dit de lui qu'il était, quote, le citoyen le plus utile de New York. En effet, même s'il a parfois fait l'objet de critiques, il reste l'un des premiers à essayer de changer les choses en mélangeant le journalisme et la photographie. S'il a presque le même âge que Jacob Riis, Louis Hine ne mettra la photographie au service de ses idées qu'au début du XXe siècle. Au départ, il est professeur de sociologie, mais il se rend très vite compte du potentiel de la photographie pour son travail. Dès 1904, il photographie les immigrés qui arrivent en nombre à Ellis Island. C'est à partir de ce moment-là, et des quelques 200 clichés qu'il va produire, qu'il se rend compte que les photographies sont aussi de puissants documents sur le plan social et politique. Après s'être consacré aux immigrés, il s'intéresse à la cause du travail des enfants, collaborant à partir de 1908 avec une association spécialisée. Malgré les nombreuses menaces dont il fait l'objet, il va faire le portrait de ces enfants travailleurs pendant des années. C'est ainsi qu'il s'est déguisé en vendeur de cartes postales, vendeur de bibles et même inspecteur du travail pour pouvoir pénétrer sur les lieux de travail concernés. Il réalise une série dont l'engagement et la précision documentaire vont alors marquer pour toujours l'histoire de la photographie. Son travail contribuera à la prise de conscience du peuple américain et au vote d'une loi qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans dans les usines. Et toi, tu faisais quoi à 14 ans ? Par la suite, Louis Hine va continuer à réaliser des images pour défendre les causes qui lui semblent justes. Par exemple, en montrant des travailleurs, mais cette fois-ci sous un angle différent. Plutôt que de les montrer dans la misère, il veut dépeindre la dignité des ouvriers. Cela donnera naissance à sa célèbre série sur la construction de l'Empire State Building. Il s'éloigne alors de la démarche d'investigation qui le caractérisait. Après avoir marqué l'histoire par son combat acharné pour la justice sociale, Louis Hine va mourir dans la misère et l'anonymat. Le MoMA refusant même de recevoir son fonds photographique en don. Ah ouais, je te le donne, tu le prends pas. Chaud. Moi je le veux bien. La photographie sociale connaît un autre grand moment dans les années 1930, toujours aux États-Unis. En effet, après le terrible krach de 1929, le pays est plongé dans une crise économique sans précédent, la Grande Dépression, avec des conséquences désastreuses. Les entreprises font faillite, les gens sont au chômage, la misère augmente dangereusement. Après son élection, Franklin Roosevelt, à ne pas confondre avec Theodore Roosevelt, l'ami de Louis Hine dont on a parlé juste avant, Franklin Roosevelt décide de prendre une série de mesures pour relancer l'économie américaine que l'on appelle alors le New Deal. Parmi les institutions créées pour lutter contre la misère, la Farm Security Administration, plus connue sous le nom de FSA, est créée en 1937. Sa mission principale est de soutenir les agriculteurs les plus fragilisés par la crise. La FSA lancera aussi par ailleurs, et c'est surtout ça qui nous intéresse ici, une vaste campagne photographique qui durera jusqu'en 1943. Le but de celle-ci est de collecter le plus grand nombre de photographies sur les milieux ruraux, fortement touchés par la Grande Dépression, et de révéler tant à la classe politique qu'au grand public les conditions de vie et de travail de ces populations défavorisées. Il s'agit alors de mener une enquête et de constituer un bilan réaliste et objectif des effets de la crise. Plus d'une vingtaine de photographes participent à cette campagne, comme Jack Delano, Gordon Parks, Marion Post-Wolcott, Arthur Rothstein, mais Roy Stryker, le directeur de la mission, ne voudra jamais engager Louis Hine, qui était pourtant dans la misère à cette époque. Une des images les plus célèbres de cette campagne sera Migrant Mother de Dorothy Lange, photographie qui représente une travailleuse pauvre avec ses 3 enfants dans une lumière presque religieuse. Le cliché est devenu une icône des classes les plus pauvres, comme cette autre image réalisée par Walker Evans qui représente une femme paysanne à l'expression ambiguë. L'impact de cette mission est tel que l'on considère rapidement qu'elle marque la naissance d'un nouveau style photographique. La FSA rentre alors dans l'histoire et elle intéresse encore aujourd'hui des artistes contemporains, comme Jean-Christophe Bourcard, qui réalise un travail autour des images que Roy Stryker, le directeur de la FSA, avait censurées à l'époque en les poinçonnant. Bourcard y appose des extraits des Raisins de la colère, le roman de Steinbeck, qui décrit aussi les conséquences de la Grande Dépression. Ainsi, l'artiste évoque la tragédie, la colère et toutes les violences subies par les plus pauvres, à l'époque comme aujourd'hui.
Toujours dans les années 1930, les expérimentations de certains photographes vont donner naissance à des styles plus spectaculaires, qui vont servir l'apparition de la presse à scandale, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Weegee est l'un de ces photographes. Il est certainement ce que l'on appelle un candid photographeur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des images sur le vif, captant une attitude ou une sensation, en général à l'insu du sujet. Arrivé avec sa famille aux États-Unis en 1910, il se forme auprès d'un photographe de studio et pour compléter son maigre salaire, il s'achète une chambre 5 par 7 inches et loue un poney appelé Hippo pour photographier les enfants de l'East Side. Puis il commence à photographier de nuit des lieux emblématiques de New York, tels que les cabarets, les restaurants, les refuges de nuit, et notamment les incidents tragiques ou les affaires sordides comme les incendies, les explosions et peu à peu les accidents, la guerre des gangs, les meurtres. On assiste à cette époque à un tournant du photoreportage. La presse américaine réclame bien plus qu'une simple approche documentaire de la part des photographes. Les images doivent rendre compte de la réalité de la société et des événements dans tous ses aspects. Weegee atteint ainsi rapidement une renommée auprès des journaux et des agences, et en 1838, il obtient sa carte de presse. Il vit alors dans sa voiture qu'il a équipée d'une radio branchée sur les fréquences de la police, d'une machine à écrire pour signer ses photos, de son matériel de prise de vue et même d'un laboratoire photographique dans son coffre. Photographe de nuit, Weegee utilise un speed graphique, et toujours avec un flash, afin d'obtenir ce qu'il appelait « ma lumière à la Rembrandt ». Pour être vraiment efficace, ces photographies se devaient d'être publiées au plus vite dans la presse, et ces images s'en ressentent. Sans arrière-plan, elles sont brutales, contrastées et violentes. Son livre « Naked City », paru en 1945, témoigne du désir du photographe d'être au plus près de la réalité, ainsi que de la fin du rêve américain et des effets de la crise économique. Le style de Weegee, marqué par un réalisme cru et de pur contraste, feront de lui le légendaire photographe américain à sensation des années 1930. À la même époque, mais en Allemagne, Eric Salomon marque l'apparition d'une nouvelle tendance au sein du photojournalisme, dite la méthode paparazzi. Eric Salomon est certainement l'un des premiers photographes à percer le monde impénétrable du pouvoir et à dévoiler au grand public l'intimité des célébrités de son époque. Issu d'une famille bourgeoise, rien ne le disposait à devenir photographe, mais après la Première Guerre mondiale, sa famille est ruinée et il est contraint de trouver un emploi. Il se tournera alors vers la photographie en 1925. Son apparence soignée, ses bonnes manières et sa conversation lui permettent de se faufiler au sein des réunions les plus importantes, à tel point qu'on le prend souvent pour un homme d'État. C'est grâce à son allure de dandy qu'il fournit à la presse de nombreux portraits d'officiels de l'époque, comme Aristide Briand, Austen Chamberlain et même Benito Mussolini. Il photographie de manière discrète ses sujets et développe un style expressif et réaliste qui fera sa renommée en 1928 lorsqu'il réalise discrètement des prises de vue dans les tribunaux. En l'espace de 3 années, cet autodidacte devient l'un des photographes les plus célèbres d'Europe. À l'opposé du portrait figé, ces images prises sur le vif montrent des individus dans l'intimité de leur travail ou dans les soirées mondaines. À cette époque déjà, la population est avide de photographies de célébrités. Eric Salomon est le premier, historiquement, à utiliser ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le petit format, qui lui permet de passer inaperçu. Ce sera d'abord l'Hermanox, muni d'un très gros objectif, puis le Leica, qu'il cache parfois dans son attaché case pour photographier les lieux interdits. Des clichés tels que celui qu'il prend en 1929 du magnat de la presse W. Randolph Hart, nonchalamment assis sur un divan, sont révolutionnaires à l'époque. Ce type de photo des puissants est à l'opposé du portrait promotionnel habituel. Plus que tout autre photographe de son époque, il définit un nouveau style de reportage qui valorise en direct la spontanéité. Malgré sa célébrité, il ne peut échapper aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Juif, il fut déporté à Auschwitz, où il trouva la mort en 1944. Ainsi, la photographie et le journalisme entament une collaboration qui se poursuivra tout au long du XXe siècle. Et c'est à cette évolution du photojournalisme que sera dédié le prochain épisode de l'histoire de la photographie. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, la diffuser autour de vous, à vous abonner à notre chaîne, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où l'on diffuse pas mal d'images d'exposition. A très bientôt les artichauts!